Les soins ont été exécrables. On ne changeait pas ses couches, on ne changeait pas ses pansements, on ne l'aidait pas à se nourrir. Certaines photos, vous pourrez voir, nous démontrent à quel point il était piqué toujours dans des bleus, dans des ecchymoses. Et c'est souffrant, c'est extrêmement souffrant pour lui. C'est la partie facile pour le gouvernement. Depuis qu'on a instauré l'aide médicale à mourir, le gouvernement, on dirait qu'ils vont pousser vers là les gens qui sont dépassés 70, 75 ans, peut-être parce que ça coûte moins cher. Je pense que ce n'est pas une raison d'avoir l'aide médicale à mourir, mais ce n'est pas une raison de moins bien traiter ses patients. Quebec's healthcare system is in crisis. It was already fragile before the pandemic, but in 2020, it completely collapsed. The staffing shortages were well known, but the situation worsened when essential healthcare workers were suspended for not being vaccinated. Add to that a rapidly aging population, mass immigration, and a system that can no longer keep up. The pressure has become unbearable. Between March and September 2020, the mortality rate in Quebec's long-term care homes, the CHSLD, soared to 9.7% compared to just 2.3% in Ontario. It was a tragedy. Elderly patients died alone, dehydrated, some abandoned in their own waste. Two independent investigations, one led by Quebec Ombudsman, the other by Coroner Guéhan Kamel, exposed serious failures, lack of preparation, negligence, and degrading care. And yet, to this day, no formal and public inquiry has been launched. The crisis continues. Patients are still dying on stretchers in emergency rooms due to delays in care, and neglect remains widespread. Quebec now leads the country in medically assisted death. Let's ask the hard question. Who would want to spend their final days in indignity? The story of Jacques Teasdale, a former journalist, says it all. In 2020, a CT scan revealed an early-stage lung cancer. A follow-up was recommended, but his pulmonologist never submitted the request. That's confirmed by medical documents obtained by Jacques' son, Olivier. Nearly 4 years later, the cancer was diagnosed again, this time at stage 4. Too late. His final days were described by his family as degrading, left naked, sitting in his own waste, with unchanged dressings and general neglect. In October 2024, his family filed a $960,000 notice of claim against the CHU of Quebec, that is the hospital in question, his family doctor, the chief pulmonologist, and a nurse practitioner, citing gross negligence and inhumane treatment. 3 nurses tried to help and speak out. According to Olivier, 2 of them were suspended without pay for days or even weeks. I did reach out to the CHU of Quebec, but they responded that they cannot comment on a disciplinary file. I met with Olivier Teasdale. He shared what his father endured and vowed to seek justice to ensure that no one else in Quebec has to endure such an inhuman end of life. Bonjour, mon nom est Olivier Teasdale. Je suis le fils de Jacques Teasdale. Mon père était journaliste à Québec pendant plus de 3 décennies. Il est décédé l'année dernière d'un cancer du poumon, stade 4, dû à un grave oubli de pneumologues et de médecins, malheureusement, qui l'ont oublié. Ils ont oublié de faire le suivi avec lui, ce qui a causé l'aggravation de son cancer. Donc, mon père est décédé le 16 juillet 2024, malheureusement déçu de ce cancer-là. La seule chose qu'on comprend, c'est que le 12 janvier 2021, quand mon père est sorti du bureau du pneumologue, il est sorti avec une bombe à retardement dans les poumons. Puis à partir de cette journée-là, il n'y a plus jamais personne qui a suivi mon père pour lui dire qu'il y avait quelque chose d'important au poumon. Il y a une radiologiste qui a avisé le pneumologue pour lui dire que mon père avait un adénocarcinome. Il y a une pharmacie qui a avisé le pneumologue pour dire que mon père surconsommait le Ventolin au niveau de ses poumons. Jamais on n'a rien fait. Jamais on n'a réouvert son dossier. Jamais on a pris le temps de dire on va consulter M. Teasdale parce que ça ne va pas bien. Jamais on a pris ce temps-là. On l'a laissé mourir tranquillement, en souffrant.
puis dans les soins de très, très, très faible dignité, malheureusement. Les soins de fin de vie, hein, on s'attend, après avoir été oublié par le système, par le médecin, par le pneumologue, d'avoir de meilleurs soins pour la suite des choses. Malheureusement, ça a été, pour lui, un calvaire, si vous me pardonnez l'expression, en fin de vie. Les soins ont été exécrables. On ne changeait pas ses couches, on ne changeait pas ses pansements, on ne l'aidait pas à se nourrir. Certaines photos, vous pourrez voir, nous démontrent à quel point il était piqué toujours dans des bleus, dans des ecchymoses. Et c'est souffrant, c'était extrêmement souffrant pour lui, parce que c'était un homme d'une bonne carrure, d'une bonne stature, qui était fier et fort. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer de douleur parce que c'était rendu insupportable pour lui. Donc les soins ont vraiment été de mauvaise qualité. Et malheureusement, ça se produit plus souvent qu'on pense. Olivier spoke about the confrontational environment he faced while trying to secure proper care for his father and the difficulty he encountered in accessing the medical file after his father's death. Et je vous dirais que ça a été une guerre de vengeance. Hein? On était dans l'affront, parce qu'on a dû envoyer une mise en demeure à l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui est dans le CHU de Québec, pour leur dire, les soins sont pas bons actuellement. Il faut qu'on bouge quelque chose. Et à partir de cette journée-là, et on avait déjà sorti public avant, et cette mise en demeure-là, ce n'était que toujours de l'affront. Quand on est rendu à faire une mise en demeure pour avoir des meilleurs soins, c'est parce qu'on a atteint la limite. On a eu la chance de rencontrer un comité par la suite qui devait changer les choses. Malheureusement, qui était le 9 juillet, 7 jours avant le décès de mon père. Malheureusement, les choses n'auront jamais changé. Les soins vont continuer d'être mauvais jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la dernière journée de sa vie même, je pourrais dire. Au niveau des informations qui sont écrites, au niveau des notes, quand on a rencontré le commissaire, on se rend compte qu'une divergence, c'est assez flagrant que les informations qui sont inscrites ne sont pas les mêmes qui se sont passées. Donc, on peut voir qu'on nous disait qu'on changeait des pansements puis les couches. Étant fils de journaliste, pour avoir suivi mon père longtemps, je peux vous dire qu'on a fait des démarches afin de s'assurer que c'était fait. On mettait du Sharpie sur les pansements et les couches pour voir si ça avait été changé pour vrai. Puis on nous dit « Ah oui, ça a été changé, c'est écrit dans le livre. » Et en leur montrant que ça n'avait pas été fait, on dit « Pourtant, c'est écrit, mais c'est pas fait. » Donc, les gens écrivaient qu'on changeait les pansements et les couches, mais malheureusement, c'était pas vrai, ça ne se faisait pas. Donc, ça faisait que mon père, pendant 24 heures, 48 heures, baignait dans ses excréments, son urine, les plaies au niveau de ses jambes qui coulaient énormément. Donc, il baignait là-dedans. Ce qu'il fallait pas, parce qu'il fallait pas qu'il développe d'infection avec la maladie supplémentaire. Donc, beaucoup d'informations contradictoires entre ce qui est écrit au livre et ce qui se passait vraiment sur le terrain, dans la chambre de mon père. Olivier also denounced the suspension of nurses who, in his view, were simply trying to do their jobs and help, but who were punished by the CHU instead. En fait, il y a 3 infirmières qui nous ont parlé. Actuellement, on sait qu'il y en a 2 qui ont été suspendues, dont une principale qui nous a aidé beaucoup au travers de ce dossier-là. Puis on trouve ça, comme pour la famille, aberrant de voir que les personnes qui font de belles choses et de bonnes choses, dans les informations qu'elles nous ont données, les dénonciations qu'elles ont faites devraient servir plutôt à faire que ça ne se produise plus. Mais malheureusement, le CHU de Québec a décidé de les suspendre. 30 jours, 60 jours, 90 jours, sans salaire. Mais pourtant, ceux qui ont mal soigné mon père, les médecins qui ont oublié mon père, sont toujours à l'emploi avec leur plein salaire, profitent de la vie. Parce que maintenant, on a 3 infirmières qui ne peuvent plus faire pour 30, 60 et 90 jours. It described discrepancies between the official records and what actually happened. Vous savez, lorsqu'on a fait des demandes pour obtenir des documents dans le dossier de mon père, ça a été aussi un très grand combat, hein, parce c'est comme si on devenait d'une autre planète. Donc, pour obtenir les documents qui sont des documents légaux, dossier médical, dossier d'hospitalisation, ça n'a jamais été facile. On voulait nous cacher les documents. On nous a même retiré des documents à un moment donné, mais j'avais imprimé les documents pour comparer ce qu'on avait retiré. C'est toutes des choses pour cacher la vérité qui s'est passée dans le dossier de mon père, malheureusement. Mais comme je vous ai dit tantôt, je suis très tenace. Et les documents, maintenant, je les ai. Puis je vais travailler avec ces documents-là. Mais aujourd'hui, c'est triste de voir qu'en 2025, les gens ont de la difficulté à obtenir des documents qui peuvent les aider dans leur propre dossier. A legal notice seeking nearly $1 million has been filed against the individuals and the institution involved. Olivier explained what he hopes to achieve through this process. Actuellement, on a déposé une mise en demeure judiciaire avec une réclamation. On poursuit le CHU pour 960 000 $ pour rétablir la justice au fait de mon père, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin qu'une simple poursuite. Il faut que le CHU, maintenant, prenne son bâton de pèlerin, pour ne pas donner la mauvaise expression, mais qu'il y ait au-delà de ce qui se passe. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ces mauvaises pratiques-là, il faut que ces oublis-là
deviennent imputables aux médecins, deviennent imputables aux infirmiers, aux infirmières. Puis je sais qu'il y a des gens qui travaillent très fort dans le système, mais par contre, malheureusement, ceux qui ne le font pas devront être imputables maintenant de leurs erreurs. Parce qu'il faut toujours penser que le patient qui vit l'erreur, en plus du stress de sa maladie, vit dans l'erreur commise par une tierce personne, mais il ne devrait pas avoir à la subir. Donc, il faudrait que le CHU mette ses culottes. Mais je pense, au-delà du CHU, le système de santé doit être à revoir. On doit prendre maintenant, dire, ça va pas bien. Il y a des erreurs, il y a des oublis. Ça fonctionne mal dans les étages. Il va falloir qu'au niveau du ministère et la super agence santé viennent mettre ses culottes, puis viennent descendre, puis voir ce qui se passe vraiment sur les étages. I asked him if he believed there should be a formal public inquiry into what's happening in Quebec's healthcare institutions. Vous savez, on a eu le scandale Saclic, où on a créé une grande commission pour de grandes erreurs. Je pense qu'il devrait y avoir une commission publique maintenant sur le système de santé, sur ce que les gens ont vécu, sur ce que les gens vont vivre. Il va falloir que quelqu'un se penche là-dessus au gouvernement. Vous savez, je ne suis pas surpris de voir que le ministre ne nous répond jamais, parce qu'on a fait plusieurs demandes d'enquête. Malheureusement, le ministre n'ose pas nous répondre. C'est très dommage. Mais le gouvernement devrait mettre ses culottes puis créer une commission d'enquête publique, beaucoup plus large qu'une seule personne. Il devrait créer une commission d'enquête publique sur l'ensemble des soins qui se sont passés dans les dernières années. Parce que depuis qu'on a décidé de rendre le dossier public, de le partager avec les gens nous écrivent, nous disent hey, « moi, je l'ai vécu, mon frère l'a vécu, mon père l'a vécu, ma mère l'a vécu, mon père est décédé dans telle circonstance. » C'est aberrant de voir qu'au Québec, ce genre de soins-là est toléré maintenant. La tolérance sur les mauvais soins semble facile au Québec. Et on ne devrait pas se contenter de ce niveau de soins-là, parce que je pense qu'avec tout ce qu'on paie, comme impôts, comme taxes, je pense qu'on est en droit d'avoir une qualité de soins supérieure à ce qu'on a actuellement dans le système. The story of Jacques Teasdale is one among many. Rising fear among the population about the quality of hospital care. This fear could push some people to choose medical assistance in dying over continuing to live. C'est la partie facile pour le gouvernement. Depuis qu'on a instauré l'aide médicale à mourir, le gouvernement, on dirait qu'ils vont pousser vers là les gens qui sont dépassés 70, 75 ans, peut-être parce que ça coûte moins cher. Je pense que ce n'est pas une raison d'avoir l'aide médicale à mourir, mais ce n'est pas une raison de moins bien traiter ses patients. Il ne faut pas se servir de l'aide médicale à mourir pour pas... Mon père, dans son cas, si on parle plus précisément de mon père, il voulait se battre. Il avait cette force-là de dire « je vais me battre contre la maladie ». Il n'était pas question d'aide médicale à mourir, il était question d'avoir des bons soins. Donc, on ne peut pas se tourner vers l'aide médicale à mourir à chaque situation. Si quelqu'un veut se battre, il faut que le système l'appuie puis se batte avec lui. Je pense que c'est ça qui est important. Le gouvernement offre cette partie-là et, croyez-moi, l'aide médicale à mourir peut servir à des personnes qui sont vraiment désespérées en fin de vie. Mais quand quelqu'un veut se battre, je pense qu'on doit lui donner le maximum de soins. On doit lui donner le maximum de qualité de soins puis se battre avec cette personne-là. Olivier also had a message for families currently facing similar experiences. Actuellement, je pense que le message que je peux lancer, c'est de rester dans un combat, continuer à vous battre, malgré le fait que ça peut apparaître gros. Il y a toujours un peu de lumière au bout de ce tunnel-là. Puis il faut continuer de se battre parce que chaque petite dénonciation deviendra plus tard une grosse dénonciation. Et c'est là que je pense que le ministère va être obligé de se rendre compte à quel point ça va mal dans son système de santé. Don't forget to support our journalism at rebelfieldreports.com because, as you know, we don't receive a penny from the government and we will never accept it because we want to be free to show you the other side of the story. So go over rebelfieldreports.com and chip in what you can.